Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Je suis Seb et aujourd'hui vous allez entendre une nouvelle voix et cette nouvelle voix me fait un petit peu plaisir. Voilà, je vais expliquer un petit peu le off aux auditeurs tout à l'heure, mais on va pas le laisser poireauter trop longtemps. J'accueille mon poteau, ça je peux le dire parce qu'on est poteau depuis quelques années quand même. Mon poteau Baptiste. Salut Baptiste, comment ça va? Salut Seb, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Ça fait un petit moment que je te tanne, hein, on peut le dire aux auditeurs, pour venir me rejoindre, parler manga. Et puis t'es là, ça y est. L'invitation date un peu, ouais, j'ai mis du temps à me décider, mais voilà, je suis là. Je pense qu'elle a au moins 4 ans, l'invitation, on peut le dire. À peu près, ouais, au moment où tu as débuté, tu m'as tout de suite proposé, mais j'ai mis du temps à me décider, ouais. Ouais, t'as mis un peu de temps à te décider, parce que tu te sentais pas forcément de parler derrière un micro. Voilà, chose faite, maintenant, ça y est, on se lance. En plus, t'arrives à un moment un peu charnière, puisque j'ai toujours mon petit Val qui est un peu aux abonnés absents, qui est pas trop dispo en ce moment. Je lui en veux pas, je le tanne pour qu'on fasse un épisode solo leveling, ce sera peut-être l'occasion que tu sois avec nous. Mais l'idée, en fait, voilà, c'est un peu un épisode un peu test pour toi. On va voir déjà comment tu te sentiras à la fin de l'épisode. Et si tu auras envie de revenir pour une prochaine session, on sait jamais, tu vois, voilà. On va y aller tranquillou, et puis après, si tu veux revenir de manière régulière, comme je te l'ai dit, la porte est grande ouverte, n'est-ce pas? Ça sera toujours un plaisir avec toi. Bon, ouais, on peut le dire aux auditeurs, on se connaît quand même depuis quelques années quand même. Un petit peu, ouais. Je dirais une bonne vingtaine d'années, hein. Ah, 20, 25 ans, ouais. Je dirais, allez, la louche au lycée, au niveau du lycée, ouais. Ouais, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que on a un peu les mêmes délires en matière jeux vidéo, films, manga, voilà, tout, on est un peu sur les mêmes délires, on échange très souvent d'ailleurs là-dessus. Et c'est vrai que comme je disais, donc c'est une première pour toi de venir parler derrière ce micro. Donc ça va être cool. Puis en plus, on a choisi un titre cool. Mais comme toujours, ça tu vas apprendre à le connaître. Je garde toujours un peu de suspense, même si les gens ont vu la vignette, ont vu les miniatures. Je laisse toujours un petit peu de suspense avant de vraiment l'annoncer. C'est un peu un running gag, mais non, mais bon, écoute, on fait avec. Mon petit Baptiste, là, ça va être toi qui va causer un peu. Il faut que les gens te connaissent un peu. Donc là, je vais te poser les questions un peu classiques des premiers épisodes d'un invité. C'est voilà, c'est quoi ton rapport au manga, aux animés, tes premiers souvenirs, voilà. Parle-moi un petit peu de ton approche des mangas et puis comment tu consommes ça au jour le jour. Alors, moi, alors ça a commencé par les animés surtout, puisque je suis un enfant du Club Dorothée. Étant né dans le milieu des années 80, donc j'ai débuté mon approche culture asiatique, culture japonaise, on va dire, par ce que pouvait m'apporter le Club Dorothée, donc Dragon Ball Z, Saint Seiya, Nicky Larson, les Ranma 1/2, etc., surtout de l'animé. Peu d'accès au manga, finalement, c'est venu beaucoup plus tard, avec le Big Three au lycée qu'on a pu me prêter. Donc le premier vraiment manga que j'ai pu tenir entre mes mains, c'était One Piece, tout début. Okay. Et par la suite, j'ai eu les One Piece, les Shaman King, les Bleach, les Naruto, tout ça, et depuis ça ne s'est plus arrêté. Alors, je précise pour les auditeurs, hein, tu sais ce qu'est le Big Tree, hein, parce que quand tu as lancé un Shaman King dans ton Big Tree, on a des auditeurs un peu tatillons ici qui vont dire « Oh là là, attends, mais Shaman King, jamais de la vie dans le Big Tree, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il arrive, là, il dit une dinguerie, déjà, dès le début, quoi. » Ils sont comme ça, tes auditeurs, ils sont tatillons à ce point-là. Je sais pas s'ils parlent comme ça, mais on a des mecs qui... je me permets d'ajouter un petit complément d'information. Big Three, bien sûr, Naruto, Bleach, One Piece... Voilà. Aucun problème. Montre que tu as la crédibilité un petit du peu manga. De culture, un petit peu de culture. Exactement. Que les gens te cernent bien. Ok, et je sais que toi, on en discute pas mal, t'as tes marottes en physique, mais tu es aussi, un peu comme moi, tu lis pas mal via les applications numériques, et tu lis pas mal aussi en numérique, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Et, je me fournis pas mal sur... et surtout en anglais. La particularité de lire pas mal de manga au format numérique en anglais, parce que ça me fait travailler mon anglais.
Je préfère ça plutôt que de lire des bouquins ou regarder des séries ou des films en anglais. Je lis énormément de mangas et de manhwa en anglais. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les différentes applications qui existent, c'est devenu hyper facile de pouvoir récupérer ça. Moi, c'est pareil, j'ai quelques mangas, tu vois, je me dis ça, j'ai pas envie d'avoir en physique, donc je le fais en numérique. Ah, toi, le dernier achat en date, je t'avais recommandé la série, c'est la série The Fable, que j'ai racheté jusqu'à quasiment la fin en numérique pour vraiment terminer la première partie. Et puis après, il y a des trucs que j'aime bien avoir en physique. D'ailleurs, le manga du jour, on va en parler tout à l'heure, ce qui nous différencie, c'est que toi, tu l'as lu en numérique, et moi, je l'ai découvert dans sa version papier, parce que je voulais voir un peu ce que valait cette édition un peu prestige, on va dire. C'est une perfecte édition, mais on en parlera tout à l'heure. J'ai pour habitude, et tu vas pas y couper, j'ai envie de dire, de chauffer la voix avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler éventuellement de ta dernière lecture, éventuellement de ton dernier visionnage ? Alors mon dernier visionnage plutôt que ma dernière lecture, ça sera Frieren. Alors ça commence à dater un petit peu, mais j'ai été particulièrement surpris et touché par le dessin, par la beauté du dessin. Et après, je suis passé sur un autre animé, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom pour rien te cacher, qui parle de golf, mais dont le niveau de dessin était bien moindre que Frieren. Et ouais, Frieren m'a énormément marqué. Le plot reste sans doute assez classique. Par contre, le dessin est juste magnifique. Alors, je suis pas d'accord avec toi sur le plot classique. Je trouve que pour le coup, pour le coup, en fait, ce que je trouvais, alors j'ai lu Frieren aussi. Je suis pas à jour. Moi, je l'ai fait en manga, et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Fox du podcast Ex Libris, avec qui on avait fait un épisode justement sur Frieren. Et je trouve que c'est un manga qui prend un petit peu le problème à l'envers, tu vois, dans des shonen classiques. Ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de voir le chemin de la quête, tu vois, d'aller d'un point A à un point B pour réaliser une quête. Là, en fait, on part du départ que la quête est déjà finie, quoi, en fait. Donc, on prend en fait l'histoire, le début de l'histoire, c'est à la fin d'une histoire, en fait. Et c'est ça que je trouve qui est plutôt cool, en fait. Ouais, ou pas. En fait, étant donné qu'il y a deux grosses temporalités, et que, en fait, faut vraiment mettre Frieren, le personnage de Frieren, bien que ça soit le caractère principal, à l'écart. C'est pas vraiment l'histoire de Frieren. Frieren, c'est le mentor. Mais c'est les autres personnages qui, eux, sont, je vais pas spoiler, mais qui sont dans deux temporalités différentes et qui... Ouais, tu peux le dire, c'est fait du flashback, hein, c'est dit assez rapidement, en fait, dès le début. Hein. Et qui sont... mais par rapport, tu vois, à la temporalité de Frieren, qui, elle, est dans les deux, de par sa nature, la nature du personnage qu'elle incarne. C'est immortelle, voilà, exactement, tu peux pas spoiler. Ouais, c'est une elfe qui est mortelle, etc. Oh, tu peux y aller, vas-y. Ok, d'accord. C'est pas spoiler, c'est dans le premier chapitre. Hein. Et voilà, et les deux équipes, elles suivent les canons du shonen un peu plus classique, on va dire. Mais Frieren, elle, et c'est aussi une des particularités, elle s'impose comme une espèce de mentor, une espèce de narrateur omniscient dans l'histoire, quoi. Ouais, moi je te rejoins, et je trouve que c'est une œuvre extrêmement touchante, surtout à nos âges, puisque moi je trouve qu'une des thématiques qui ressort énormément de ce manga-là, c'est le temps qui passe, et comment est-ce qu'on arrive à bien profiter de chaque instant et du temps qui passe. Et c'est vrai que en prenant un personnage qui n'a pas la notion du temps qui passe, c'est hyper intéressant, parce qu'on voit ce décalage. En fait, il y a un décalage qui est créé par l'histoire, et non, moi j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper un petit peu philosophique, tu vois, poétique. Non, je trouve que pour le coup, la DA de l'anime, parce que j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes en animé, elle est sublime, quoi. Les couleurs, l'opening, tout ce qui a été choisi, je trouve que ça a été vraiment bien choisi pour le coup. Non, c'est vraiment la chose numéro... Enfin, la qualité numéro 1 de l'animé, c'est son graphisme. Pour moi, hein, il a plein d'autres qualités, évidemment, mais l'animé est beau, voilà, juste, il est beau. Ouais. Non, c'est clair. C'est juste sublime. Moi, je vais aller enchaîner avec Marocco. Je vais être assez rapide parce que j'en parle assez souvent. Mais surtout que ça a changé, en fait, j'avais pas d'infos sur ça, donc je vais préciser de quoi je parle. Je continue toujours de lire la full color de Dragon Ball, édité chez Glénat. On l'a pas dit, c'est Kiyun qui édite Frieren, et c'est dispo, je crois, sur
Crunchyroll, Netflix. Crunchyroll. Ouais, Crunchyroll. Et donc moi je suis donc sur la full color de Dragon Ball, qui est toujours un petit bonbon. Je trouve que la couleur qu'ils ont utilisée pour justement mettre en couleur les aventures de Dragon Ball sans faire, tu vois, capture d'écran du film de la série d'animation qu'on a pu avoir, puisque clairement il y a eu certains mangas qui sont sortis où c'est des décalques des OAV, des choses comme ça qu'on a eu, et ça rend pas super bien. Là il y a vraiment donc une colorisation qui a été apportée sous la direction de feu Akira Toriyama quand il a lancé cette collection là, et je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça permet de redécouvrir un peu Dragon Ball dans d'autres conditions, et je trouve que c'est archi cool, surtout que mon fils est en train de s'y mettre, pour info, et cool. Il a grave accroché alors à Dragon Ball Super, mais du coup comme il voit que j'ai aussi les Dragon Ball en version couleur, bah du coup il fonce dessus et puis il est à fond dessus, il est en son mood Dragon Ball en ce moment, Dragon Ball Super, donc c'est cool, donc c'est un petit truc que tu partages, donc on partage ensemble, quoi. Ouais, et puis la transmission, moi j'ai ça avec c'est génial, avec Pokémon. J'ai ça avec Pokémon. Et elle est passée la phase Pokémon, tu vois, là maintenant ma grande, elle lit aussi des mangas, mais plutôt des mangas de romance, tu vois, des trucs d'amour, des petits bisous, tout ça, c'est c'est trop mignon. Et mon fils qui est plutôt dans la castagne, tu vois, donc il est plus à regarder Dragon Ball, choses comme ça, donc il a vachement cranté là-dedans. Et ce que je voulais préciser, c'est que quand cette édition est sortie chez Glénat, moi j'avais un doute, en fait, c'était sur la DA de la partie jaquette. Et ça a démarré, en fait, ils ont fait ce choix artistique de traiter par arc. Donc là, on a terminé il y a pas très longtemps l'enfance de Goku, qui est en 8 tomes, et qui a un code couleur vert. Voilà, ça c'est des dos verts et des devants et des couvertures et des arrières de couverture verts. Là, on a basculé sur un autre arc, c'est le démon Piccolo, donc qui est un autre arc qui on vient d'apprendre en lisant dans le manga que ça sera dispo en 4 tomes. Et là, ils ont changé la couleur puisqu'on est passé sur un dos rouge. Mais, et c'est là où je trouve qu'il y a le petit bémol de cette édition, parce que je suis assez critique là-dessus, c'est qu'ils ont quand même malgré tout gardé la couverture et l'arrière de couve vert en code couleur. D'accord, ouais, ça tranche du coup. Ça un peu dommage, je me dis ils auraient dû jouer la carte à fond. Je me doute bien que c'est les Japonais aussi derrière qui imposent aussi la ligne éditoriale de l'édition française, mais je trouve qu'ils auraient dû quand même faire le parti pris de tout passer en rouge dans la couleur qu'ils ont choisi pour l'arc. Donc voilà, c'est juste le petit bémol. Mais c'est cool. Ils ont recut un peu la narration. Et ouais, il y a eu quelques recoupes évidemment. Ils ont fait un parti pris de ne mettre aucun chapitre visible dans les mangas, c'est-à-dire que t'enchaînes vraiment les pages les unes après les autres, et il n'y a pas de numérotation de chapitres. Donc voilà, je sais plus le souvenir si dans l'édition de base il y avait des chapitres, mais je crois même me souvenir qu'il y avait des interpages, je pourrais on appelle ça, où entre chapitres t'avais une espèce de un dessin, tu vois, de l'auteur, une petite illustration. Ouais, une illustration, merci, c'est le soir, j'ai plus les mots qui me viennent. Donc je te remercie. Donc là j'apprends que l'arc Goku va être enfin l'arc donc sur le démon Piccolo va être en 4 tomes, et logiquement, si ma mémoire est bonne, on doit enchaîner derrière avec l'ère des Saiyans et l'arrivée de Vegeta. Et donc, avant Raditz, mais après Vegeta, parce que tout ça est selon moi dans le même arc. Donc là on va commencer à rentrer dans l'animé, tu sais, à ce qu'on connaît le plus, qui est donc l'ère Dragon Ball, comme dirait Dragon Ball Z plutôt. Ouais, donc, moi c'est plus Dragon Ball Z que Dragon Ball d'ailleurs. Ouais, alors qu'il y a des trucs vraiment chouettes en fait dans la partie de Dragon Ball old school. J'adore Dragon Ball, et puis il y a tout un rapport avec le mythe de Sun Wukong que j'aime aussi particulièrement dans la mythologie chinoise. Donc non, j'adore Dragon Ball, mais il y a un affect plus particulier de par la nostalgie et l'enfance sur Dragon Ball Z. Ouais. Et petite question rapide, ton rapport à Dragon Ball Super, t'as regardé, tu rejettes, par défaut tu veux pas y aller? J'ai regardé Dragon Ball Super, okay. J'ai regardé ça avec un peu plus de détachement, c'est plus l'aspect tournoi, on est quand même dans énormément de clichés de l'animé, alors que
à contrario, Dragon Ball Daima, qui Ok. me semble, je vais peut-être dire une bêtise, on me corrigera, est toujours en cours. Oui. Dragon Ball Daima, par contre, reprend plus les codes d'un Dragon Ball et d'un Dragon Ball Z, et j'ai particulièrement apprécié Dragon Ball Daima. Ok. Bah, tu vois, j'ai pas osé y aller, moi. Ah, C'est- Daima, bah, je te le recommande pour le coup, c'est vraiment... ça reprend plus les codes de Dragon Ball Ok. que toutes les autres des séries, enfin je vais pas dire séries dérivées, mais séries qui sont arrivées après Dragon Ball Z. Ouais. Dragon Ball GT, la moustache de Vegeta, on valide ou on valide pas? Euh, on va la laisser là où elle est, la moustache de Vegeta. C'était la petite vanne. Parce on était, on est dans la génération pour avoir découvert Dragon Ball GT en se disant oh là là, c'est la suite de Dragon Ball. Et On, c'était la suite. puis on a tous Ouais, on a tous aimé détester Dragon Ball GT, mais ouais. je pense qu'on peut reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont pas si mal, Moi, honnêtement, peut-être avec le même avec du recul. recul, j'aime beaucoup le design de la quatrième transformation de Sangoku. Oui, Le retour à l'état mais je sauvage, pense que c'était pas mal en fait, je trouve. toute la partie Baby Goku au début de GT, avec Trunks et Pan, c'est pas si mal, sincèrement. Ouais, ok. J'ai moins aimé après toute la partie avec Baby et puis les mauvais dragons là. Après ça m'a, Ah, t'as quand même poussé j'ai moins jusque-là. accroché là. Parce que moi, Ah clairement, bah oui, non mais oui, j'ai pas été je dois jusque-là. pouvoir, je dois pouvoir prouver que j'aime pas. Ah ouais, non, je Je fais dois partie pouvoir des... justifier que j'aime pas. Moi, je te cache pas que je fais partie de ces gens qui ont rejeté ça en masse, qui ont regardé ça un peu de loin, et qui n'ont pas voulu regarder par principe, parce que je trouvais ça... Le fait de le refaire devenir enfant m'avait dit, oh, non, non, je veux pas voir ça. Hmm. Et j'avais pas regardé. Donc... Tu vois, pour revenir sur Dragon Ball Super, c'est la partie tournoi, la partie juste Les univers. vraiment ni. Ouais, le principe des univers, bon, à la rigueur, ça, Mais en je vrai, m'en fiche pourquoi un petit pas peu. il y a déjà la notion de Dieu, en fait, dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des gens au-dessus et des univers alternatifs à côté, quoi, tu vois? Enfin, ça tient la route, en fait. Non, non, pourquoi pas, admettons. Le lore Mais me dérange pas, pour le coup. le lore ne me dérange pas non plus. Mais c'est juste un gros tournoi, quoi. Ouais. C'est juste un gros tournoi. Et pourquoi pas? J'adore ça. Je veux dire, tu me mets devant euh, Valkyrie Apocalypse. Sur le principe, je trouve ça génial. Ok. Tu vois de quoi je parle. Je connais le concept, ouais. Ouais, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire ou de le voir en Donc, œuvre. les héros humains contre les plus grands dieux. Ouais, ouais. Si les humains perdent, la Terre est rasée. C'est juste un tournoi, ça fait que se taper dessus en permanence. Je trouve le concept génial. Tu sais pourquoi tu y vas. C'est des combats en boucle. Mais en vrai, ça peut m'intéresser parce qu'en fait, je suis assez client de ce que peut proposer Baki. Et Baki, c'est juste un gros tournoi aussi, quoi. Tu vois, c'est Oui, bien de sûr. la bagarre et encore de la bagarre. Donc, je suis assez friand de bagarre. C'est juste que j'ai pas eu l'opportunité et j'ai eu, bon, après, je me suis fait un peu influencer aussi, mais j'ai eu quelques retours qui étaient pas forcément très positifs sur Valkyrie Apocalypse. Voilà, il y a des gens qui rejettent ça un peu de manière, voilà, directe, sans trop réfléchir. Mais, Ah, j'ai bien aimé, moi, pour le coup. mais je vais lui laisser sa chance, clairement. Je suis là aussi. T'es là parce que tu lis énormément de choses, des choses sur lesquelles moi j'ai jamais lu et qu'on va pouvoir aussi échanger. On va se dire aux auditeurs, hein, si toi tu t'es content de ce qu'on fait, on a déjà projeté des listes de mangas qu'on pourrait traiter, que j'ai encore jamais abordé parce que Val les avait pas lus et honnêtement, il était pas hyper emballé pour les lire. Donc on aura l'occasion de traiter de 2-3 trucs ensemble quand même. Bah, disons que maintenant que j'ai de la adulte money, on va dire, je suis un consommateur de masse. Je suis pas très technique je vais pas reconnaître les références des dessins entre les auteurs. Je vais pas m'intéresser spécialement aux auteurs et à leurs œuvres d'une manière générale, mais je vais consommer énormément. Je vais lire énormément de choses, plus que je peux. Et voilà, j'aime bien. C'est pas ce qu'on attend, hein, que tu sois un technicien, parce que clairement, moi, je l'étais pas spécialement au début. On le devient plus ou moins parce qu'à force d'en lire,
à force de te mettre du côté analyse, tu vois, tu verras que machinalement ça vient. Après, moi, ce que je recherche surtout quand j'échange avec un invité et puis qui plus est avec toi, c'est surtout d'avoir du ressenti, avoir de ce que ça t'a apporté, de le lire, donner ton avis. Voilà, en général, comme ce que je dis aux auditeurs, on peut ne pas être dithyrambique à 100%. Mais on perdra jamais de temps à parler d'une œuvre qu'on a détestée. Ça, c'est pas la ligne de conduite du podcast. Moi, je préfère mettre en avant des œuvres qu'on aime, ou alors en introduction de dire qu'on a détesté un truc et puis on n'en parle pas. On peut être mesuré sur quelque chose, mais tu vois, perdre 1 heure à parler de dire que j'ai détesté, c'était nul, c'était de la merde, c'est pas trop la... Ah, ça pourrait être un hors-série, tu vois. Quel est le manga que vous avez le plus détesté? Ah ouais, qu'est-ce qu'on déteste? Ouais, on fait un hors-série. Mais tu vois, passer du temps sur une émission, y a-t-il un pilote dans le manga, où t'as le numéro temps, etc., et de mettre en avant un manga, non. Voilà, clairement, ça fera pas l'objet d'une émission. Mais par contre, en hors-série, ça peut être très très drôle. Ouais, de se dire, notre top 3 mangas qu'on déteste le plus au monde. Et on dit pourquoi. En vrai, bonne idée. Il y a une idée. Non, il y a une idée, je la garde dans un coin, et puis on en parle en off. Bon, mon petit Baptiste, c'est pas tout, mais on va s'attaquer au gros morceau, si tu veux. Donc aujourd'hui, on est dans l'actualité puisque ça s'est sorti il y a pas très très longtemps chez Delcourt Tonkam. On va vous parler de Hellsing de Kota Hirano. C'est parti. Alors, Hellsing, pourquoi on en parle? Parce que ça vient d'être réédité donc chez Delcourt Tonkam dans une perfect édition, on va dire, mais un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur le marché puisque c'est une perfect édition avec une hardcover, donc une couverture en dur et pas en souple. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à voir pas mal de perfect édition. Donc perfect édition, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est du grand format avec généralement voilà, pas mal de bonus. S'ils ont un peu de budget, ils vont nous rajouter un peu de pages couleurs, etc. Bon, là on verra qu'il n'y a pas tant de pages couleurs que ça dans cette nouvelle réédition, mais ce que je peux dire donc c'est que c'est édité chez Delcourt Tonkam. C'était sorti à l'époque sous juste le label Tonkam, parce que on est assez vieux et on a connu ce label-là avant que ça soit rattaché à Delcourt. Et c'était une série qui était assez courte, puisque c'était en 10 tomes. Et donc ça veut dire que si vous faites le calcul, en général une perfect édition c'est 1 pour 2. Et là on le voit très bien parce qu'on va en parler dans la manière dont ça a été mis en place. Et ils nous remettent les anciennes jaquettes de l'époque dans l'édition. Donc ça sera vraisemblablement ça sera en 5 tomes. Donc voilà. Toi tu vas un peu plus en parler rapidement, mais ça a été aussi adapté en animé. Tout à fait. Moi, ça fait partie de mes animés de cœur, mes animés un peu doudou, parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à la chaîne Game One quand j'étais jeune ado, et que Game One diffusait notamment Hellsing. Et tu sais que finalement, c'est grâce à ce podcast que je réalise que l'animé ne faisait que 13 épisodes. Eh oui. Alors qu'il les diffusait tellement dans le désordre et n'importe comment sur Game One que j'avais l'impression qu'il en faisait au moins 50. Et alors 13 épisodes de combien de minutes ? Tu savais, tu te souviens un peu de ça ou pas ? Pas du tout, une vingtaine de minutes je pense. Ouais, donc ça devait être assez ramassé, j'ai envie de dire, en matière de trucs, parce que
Est-ce qu'ils ont tout traité? Ça, c'est la question. Toi, moi, je l'ai pas lu. Hein. J'ai pas vu l'animé, donc je pourrais pas te dire. Je l'ai pas revu. Oui, c'est ça, je confirme. 25 minutes par épisode. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Je saurais pas te. Non, mais c'est pas grave. À la limite, auditeur, si vous avez l'info, parce que moi, clairement, je vais rapidement, avant je te laisse faire le pitch de l'œuvre. Moi, c'est une œuvre, j'étais pas prêt, en fait, je sais pas, mentalement à l'époque, quand ça m'était présenté, parce que, on va le dire, on a un petit passif, tous les deux, puisque on a travaillé à des époques différentes pour la même boutique de BD manga, dans notre ville d'origine de tous les deux, parce qu'on se connaît de là-bas. Toi, t'es passé avant moi. Et puis après, moi, j'ai pris ta succession quand tu es parti dans le monde du travail. Parce que moi, j'ai repris mes études après, donc. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'opportunité de la découvrir directement en librairie. En fait, ça sortait pendant que je bossais en librairie, en fait. Et je crois que c'était pas complètement terminé. À l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, je sais que ça avait eu son petit succès d'estime. Les gens, dès que ça sortait, il y avait du monde pour venir acheter le manga. Et j'avais essayé, et honnêtement, à l'époque, j'avais pas adhéré au dessin, et puis j'avais pas forcément adhéré à l'histoire. Et je pense, je mets ça sur le compte peut-être de la maturité de lecture. Tu sais, il y a des œuvres que tu peux, enfin, quand t'as 18 ans, 19 ans, t'es pas encore hyper câblé pour les lire, parce que t'es pas prêt à lire ça, ou j'en sais rien, ou t'es pas dans le mood pour lire ça. Et moi, à l'époque, ça m'avait un peu sorti. Je l'avais pas lu. Donc c'est vrai que, pratiquement 30 ans plus tard, enfin, non, 20 ans plus tard, je redécouvre ça et on va se le dire, on va le dire après, mais j'ai pris un kiff énorme. Je vais juste préciser un petit truc parce que c'est un podcasteur que j'aime beaucoup, qui, son ancien métier, c'était traducteur. C'est donc un manga qui est traduit par Daniel Andrieff. Daniel Andrieff que tu connais peut-être parce qu'il est un des personnages de France 5, si t'avais suivi peut-être à l'époque France 5. Oh là, voilà, tu triggers des souvenirs là. C'était Bleu Fromage lui, ou Bleu Camembert, ou tu sais, c'était la force bleue quoi, tu vois. Ouais. Tu l'as. Daniel Andrieff, en fait, donc, qui est podcasteur de Super Ciné Battle, Sumimasen Turbo After Eight, voilà, pour ceux qui le connaissent le savent. Avant de faire tout ça, il est journaliste, mais il a aussi un métier de traducteur, puisque c'est quelqu'un qui a fait des études de japonais, etc. Et c'est lui qui s'est occupé de la traduction à l'époque de d'Helsing, et je trouve que sa traduction est vraiment top. Elle a pas pris un coup de vieux, parce que ça te parle peut-être pas trop parce que je sais pas si tu fais attention à ce genre de détails, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de rééditions qui ont été pour certaines retraduites. On parlait de Dragon Ball tout à l'heure. Dragon Ball a été retraduit dans les nouvelles éditions par rapport aux anciennes éditions qu'on avait pu avoir. Donc voilà. Et Hellsing, pour le coup, ils ont gardé l'édition d'origine de Daniel Andrieff. Donc voilà, j'espère qu'il continuera à toucher les droits sur Hellsing avec la nouvelle sortie de ce manga. Est-ce que tu te sens de pitcher l'œuvre? Écoute, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. La France te regarde. Non, mais je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Oui. Vas-y, en fait, là, où toi, t'étais peut-être pas forcément le cœur de cible, moi, je l'étais totalement parce que à 15 ans, fan de vampires, de métal et de toutes ces choses-là, où tu mettais donc une œuvre avec un vampire tout puissant, j'étais totalement le cœur de cible pour Hellsing et pour le coup, j'ai kiffé tout de suite. Donc Hellsing qui raconte l'histoire de la fondation Hellsing dirigée par Sir Integra Hellsing, fondation qui a pour but de lutter contre les menaces supernaturelles, contre les monstres d'une manière générale, qui sévissent dans toute l'Angleterre. Cette fondation abrite parmi elles sa plus grande arme, qui est en la personne d'Alucard, un vampire millénaire et surpuissant, et qui travaille pour la fondation. C'est rangé du côté des humains, ouais, c'est ça. On peut préciser que Hellsing, si ce nom vous dit quelque chose, c'est pas pour rien. C'est ça vient de Van Helsing, hein, forcément, le célèbre chasseur de vampires, dont on a eu une super adaptation de cinéma avec Hugh Jackman. Non. Qui était très bien. C'était pas mal pour l'époque. Je pense que ça a un peu vieilli quand même, non? Je pense que ça a très mal vieilli. Les transformations en loup-garou et en Dracula ont peut-être un peu mal vieilli. Ça pique un peu. Mais par contre, il y avait tous les kings de l'époque. Hein. Il y avait Hugh Jackman qui était en haut.
puis il y avait la magnifique Kate Beckinsale qui sortait d'Underworld. Ouais, je l'avais vu au cinéma ce film. Tiens, je dis ça comme ça au passage, je pense que toi aussi. Ouais. Et ça avait fait sensation à l'époque. Bref, on digresse. J'étais en train de chercher qui avait joué le méchant. Dracula, justement. C'était qui alors? Richard Roxburgh. Il faut voir des trucs lui. Il a fait des choses, mais ouais, on peut next, hein. Ouais. Et par contre, je crois que dans les castings parce que en fait, pour ceux qui n'ont pas vu Hellsing, c'est un gloubi-boulga de tous les monstres de la Hammer. Donc on a remis Dracula, il y a Frankenstein, enfin voilà, il y a il y a le loup-garou, enfin bref, il y a tous ces monstres cultes du cinéma des années 30. Il n'y a pas dans le personnage qui joue le loup-garou ou même Frankenstein, c'est pas il y a aussi, si je dis pas de bêtises, il y a aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi enfin ils ont tout mis, hein. Enfin franchement ils ont tout mis. Il y a pas un acteur un peu connu un peu sur le début dans ce casting dans les seconds rôles là, ou alors ma mémoire me fait complètement défaut. Je te laisse vérifier pendant que je meuble. Moi je vois un acteur que j'aime beaucoup, c'est Faramir. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Oui. Lui il joue Hyde. David Wenham. Qui joue Karl. Je pense que c'est un perso non mémorable, mais ouais, je vois lui. Ah non, est-ce que c'est pas Karl? Est-ce que c'est pas l'assistant d'Helsing dans le film? Je crois que c'est ça. Oui, hein, je me souviens. Oui, il a toujours une capuche. Là, c'est celui qui fabrique ses armes. Bah voilà. Bah, c'est bon, Faramir, c'est culte, tout le monde connaît Faramir. Hein. En plus, je viens tout juste de ressortir d'un revisionnage de la trilogie complète du Seigneur des Anneaux. Ah, ça doit faire peut-être, 2-3 ans que j'ai pas revu, mais c'est vraiment une trilogie que je regarde très régulièrement. Il faut. Bah là, je voudrais me lancer, on digresse parce qu'on parle de ça, mais il faudrait que je me lance un jour enfin sur les versions longues, que je n'ai jamais vues. Oui. Du Seigneur des Anneaux, sérieusement? Sérieusement. Oh. Toujours rester sur les versions courtes, et il faut vraiment un jour que je me mette aux versions longues. Il faut que j'ai le temps devant moi pour mater les versions. On en discutera hors podcast. Hors podcast, il n'y a pas de souci. Bon, et ben écoute, là t'es un petit peu nouveau dans tout ça. Moi je vais me lancer maintenant dans le pas à pas. Donc je te le rappelle, mais c'est aussi un petit rappel pour les auditeurs. Le pas à pas, en fait, on revient sur le premier chapitre du manga. Donc grosso modo, je vais, sans forcément trop tout détailler, mais on va revenir un peu dans les grandes lignes de ce qui se passe dans ce premier chapitre. Je le dis aux auditeurs, je suis pas très bien installé, donc voilà, j'essaie de pas trop taper dans le micro. Parce que je suis dans un hôtel qui ne possède pas de bureau, donc autant vous dire que je suis pas le plus confortable. Voilà. Donc il faut savoir que le premier chapitre, c'est un chapitre assez court puisqu'il fait une 30aine de pages à tout casser. Habituellement, on est habitué soit sur du 20 pages, soit des fois sur des doubles chapitres où on approche la 40aine, 50aine de pages. Là, on est sur une 30aine de pages. Et ça s'ouvre d'ailleurs sur un avant-propos, ce que j'appelle ça. Moi, c'est un avant-chapitre avant d'annoncer vraiment le chapitre, où on voit donc le personnage d'Alucard, où on a la voix off qui parle à Alucard, qui dit « Ici, quartier général de Hellsing, réponds, fais ton rapport à Alucard. » Et répond « J'étais en train de regarder la lune. Désolé, j'ai compris. Du nerf à Alucard, on peut compter que sur toi. J'ai compris, n'empêche, que c'était quand même une nuit magnifique. » Voilà, ça donne un petit peu l'état d'esprit de ce personnage un peu énigmatique qui est Alucard. Je sais pas ce que sur cette première page déjà, toi, si ça t'évoque un peu quelque chose, si ça te donne on sent la nonchalance et donc de fait la puissance. Il y a toujours un rapport entre les personnages qui sont le plus calmes, le plus posés, avec leur niveau de puissance, d'une manière générale dans les mangas et les animés. Mais oui, voilà, la nonchalance du perso principal qui s'impose directement. Il est très imposant. En fait, il remplit quasiment toutes les cases. Il est dans toutes les cases, d'ailleurs, soit dit en passant. Et il remplit les 3/4 de chaque case dans lesquelles il est quasiment. Donc voilà, il a accessoirement un design très très cool aussi, je trouve. Oui, on le voit justement dans la page qui introduit le chapitre 1, Vampire Hunter, où il a cette façon d'être dessiné un peu disproportionnée entre ses bras, ses jambes qui sont extrêmement longs, et un buste un peu plus court. Ouais.
Je précise juste un tout petit truc que j'ai pas précisé. Donc dans l'Imperfect Edition, pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est une couverture noire avec un espèce de sceau un peu satanique où il y a marqué Helsing, enfer. Enfin, il y a un peu d'allemand qui est mis, il y a de l'anglais. Enfin voilà, c'est un truc. Je trouve que le design qui a été fait pour ce manga-là est plutôt cool. Et vous retrouvez en début de manga, on a les 2 chapitres d'origine des éditions Tonkam, voilà, qui sont quand même plutôt cool. Et voilà, franchement c'est du super boulot, donc on peut dire bravo à Delcourt pour ce taf. En vrai, même si toi tu les possèdes pas, en 5 tomes, ça fait joli dans une collection. Je te dis ça, je te dis rien. Mais, je note. Tu notes. Comme idée de cadeau pour la fête des pères. Pourquoi pas l'intégrale, tac, dinguerie. Très très fort. Et d'ailleurs, un petit point stat, c'est quelque chose qu'on avait abordé dans un des podcasts avec 2 de mes invités. Ça a été en sell-in, donc ce qu'on appelle le sell-in, c'est les ventes distributeurs, donc les ventes qui ont été données directement donc aux libraires. C'était sold out pour info. C'est-à-dire que Delcourt a tout vendu. Voilà, il n'y avait plus de stock. Il n'y avait plus de stock chez l'éditeur, tout était en distribution. Tout est parti en distribution. Alors ça ne veut pas dire derrière que du sell-out, donc les ventes sorties caisse. Oui, tout ne sera pas forcément vendu, mais il n'y avait plus rien dans les cartons. Mais ça montre l'attente qu'il y a pu avoir là-dessus. Alors il peut y avoir un double truc, est-ce qu'ils n'ont pas assez provisionné ? Est-ce qu'ils n'en ont pas assez fait et du coup ils ont été surpris ? Mais voilà, dans tous les cas, a priori ils annonçaient une réédition pour la rentrée septembre. Donc voilà. Donc on ouvre le premier chapitre, donc tu l'as dit tout à l'heure, qui s'intitule Vampire Hunter. Et là on a une petite voix off qui nous dit que le mercredi 14 juin, Cheddar, petit village, Cheddar, j'aime beaucoup le titre du village d'ailleurs, petit village au nord de l'Angleterre, un pasteur arriva à l'église de ce même petit village. Un bien étrange pasteur. Il ne sortait pratiquement jamais dehors, il restait tout le temps dans sa sombre chapelle. Ses rares sorties avaient lieu seulement les jours de pluie, nuageux, ou bien plus encore en pleine nuit. Donc voilà, il y a tout un long propos, je vais pas tout vous faire, parce que c'est assez long, mais on se rend compte quand même que ce pasteur-là, il est un peu louche, quoi. Il est un peu bizarre, et justement, il est tellement bizarre, parce que à côté de ça, il y a des disparitions, il y a des gens qui on retrouve plus de traces, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Donc ça va forcément éveiller la curiosité des autorités, qui vont venir lui poser des questions, et c'est là qu'on va découvrir en fait le vrai visage de ce pasteur, qui est en fait un vampire, puisque on a une superbe dernière case où on le voit bondir sur les autorités du coin, et on estime que on pense qu'ils ont passé un sale quart d'heure. Déjà, rien que ça, avant qu'on arrive sur l'après, qu'est-ce que t'as pensé de ces quelques pages d'introduction où on nous pose un petit peu le contexte de l'Angleterre et de ses potentielles menaces, et surtout sur la manière de raconter, etc. Est-ce que tu as des petites choses à dire là-dessus, toi ? Non, le fait est que ça attaque la religion tout de suite, en fait. Carrément. L'auteur ne prend pas le temps, on sait dans quoi on part. Ça va être centré pas mal sur la religion, mais et sur ce pasteur défroqué qui visiblement ne fait pas que la messe, puisque il avait une victime par jour a priori dans son escarcelle, et qu'il n'a pas hésité à s'attaquer aux autorités. Et on apprend aussi que a priori il n'y a pas de... C'est aussi bien les adultes que les enfants, parce qu'on utilise le terme de garçon à un moment donné. Ah oui, tout le monde y passe. Tout le monde y passe, donc vraiment, il n'a aucune pitié. Donc forcément, dans des affaires un peu bizarres comme celle-ci, qui prend le relais ? On prend le relais, c'est la fameuse association, l'association Helsing, qui va intervenir dans ces événements un petit peu étonnants, puisque ils ont l'air d'être câblés pour ça. Et on voit d'ailleurs que les autorités du coin attendaient justement l'arrivée d'Helsing pour prendre le travail en main et le boulot en main. Et donc on découvre ce personnage de Helsing qui, entre nous, moi au début, je sais pas ce que ça t'a fait comme première impression, alors peut-être que dans l'anime c'est un peu fait différemment, mais se faisant appeler Sir Helsing, moi au début je pensais que c'était un mec. Et ça me l'a tenu un bon petit moment quand même.
Et Non, pour le coup, alors je t'avouerai que je me suis jamais posé la question et encore moins à la fin des années 90. parce que t'avais l'anime, toi, pour le coup. Je regardais l'anime. Eh ouais. La féminité du personnage était quand même assez explicite. Il n'y avait pas de, il y avait Ouais, pas mais d'ambiguïté sur le sujet, quoi. après, moi, j'avouerais que là-dessus, tu vois, clairement, ça donne petit côté androgyne. Moi, ça me surprend plus dans les mangas d'avoir un personnage masculin un peu androgyne. Et là, clairement, à aucun moment, on nous dit que c'est une femme en fait. Donc, et on l'appelle Sœur Helsing. Donc, tu vois, c'est un peu perturbant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que elle leur explique très rapidement que ils ont affaire en fait à un vampire et à très vraisemblablement des ghouls qui justement sont contrôlés par le vampire. Est-ce que tu peux, est-ce que tu te souviens un petit peu qu'est-ce qui différencie une ghoul d'un vampire? Voilà, est-ce que tu serais capable de l'expliquer pour les auditeurs? C'est la goule et le serviteur décérébré du vampire auquel il a pompé le sang, mais sans lui en donner et sans l'achever. Donc l'humain va se relever et peu à la manière d'un zombie mais servile, va pouvoir être contrôlé telle une petite armée personnelle par le vampire. Ouais, exactement. Ce que j'aime assez bien, c'est toujours le cas dans les premiers chapitres, les auditeurs ont un peu l'habitude qu'on en parle, c'est que c'est toujours l'occasion pour un chapitre, c'est de poser un peu les bases du manga, les bases de l'organisation. Et là, c'est pareil, je vais le lire un petit peu parce que ça vaut plus que de moi de redire ça d'une manière différente. On voit que les autorités ont un petit peu de mal à comprendre le personnage de Sir Helsing et en disant mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries, des vampires, des ghouls, attends c'est pas possible, ça n'existe pas. Et là ce que j'aime beaucoup c'est sa réponse, c'est un monologue, hein. C'est la vérité quand bien même vous m'auriez cru, cela n'importe déjà plus, votre travail ici étant terminé. Un fonctionnaire de bas étage à votre genre n'aurait sans doute pas su et c'est mieux ainsi. Nous autres, les membres de l'ordre royal des chevaliers protestants, et là c'est important pour la suite du récit, ils sont protestants, au service de Sa Majesté, parce qu'il faut leur expliquer que en Angleterre, ils sont protestants majoritairement, donc ils sont au service de Sa Majesté. C'est important pour la suite puisqu'on en parlera quand on va parler un peu de l'analyse de l'histoire. Ils vont forcément être opposés à un autre courant de l'Église, on y viendra tout à l'heure. Ils sont au service donc Sa Majesté, répondons au nom d'organisation Helsing. Combattons ces monstres depuis des lustres. Nous sommes l'organisation secrète spéciale, chargée d'anéantir ces monstres antéchrist, ceux qui tenteraient de se rebeller contre l'Empire britannique et l'Église protestante. Donc je trouve que ça résume bien la mission et elle explique assez rapidement, et c'est là qu'on retrouve le personnage de Alucard, puisqu'elle introduit en disant qu'ils ont un expert spécialiste anti-vampire qui va être là, c'est Alucard, et c'est lui qui est le meilleur dans tout ça et qui va faire le taf pour régler le problème assez rapidement. Et ce que j'aime beaucoup, et je vais te laisser la main là-dessus, c'est que ça connecte, en fait, l'introduction d'Alucard connecte avec la petite préface qu'on avait juste avant l'introduction du chapitre, puisqu'on reprend en fait le passage d'Alucard qui dit « C'est vraiment une nuit magnifique, une de ces nuits qui donne envie de boire du sang, une calme et magnifique nuit. » Donc ça connecte en fait au début, et je trouve que c'est plutôt malin de faire ça comme ça. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais de tout ce passage avant d'arriver à Alucard. Ouais, on retrouve tout de suite en fait Alucard après l'appel de Integra qui s'apprête justement à passer à l'action en connectant avec le début du chapitre et qui va aller comme on peut s'y attendre dérouiller du monstre sans vergogne. Ouais, on sent que clairement il est. On sent qu'il va pas faire dans la dentelle le monsieur là. Non, clairement pas. On sent qu'il va être là pour casser des bouches. On passe très rapidement à la suite puisque là on est vraiment dans le vif du sujet. On voit donc la scène d'après qu'une jeune femme est poursuivie. En voyant ses insignes, on suppose qu'elle est dans la police et elle est poursuivie par des choses. Par une personne qui lui dit ah là, courir ne te servira à rien, et derrière on voit des ghouls. Donc si on a bien suivi le récit, on suppose, on le voit très vite que c'est ce fameux prêtre qui poursuit une nouvelle victime, mais cette fois-ci, étant donné qu'il a transformé énormément de gens en ghouls, il a carrément une armée auprès de lui.
Et là, on sent qu'il est sous le point de passer à l'action, sauf que il y a le classe Alucard qui arrive et qui lui dit stop, ça suffit, et qui lui dit les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient, plus aucune valeur ni morale. Tu n'es rien d'autre qu'une racaille. Et ça rejoint ce que tu disais, le côté un peu mépris du personnage Alucard, qui est millénaire, comme tu le dis, donc forcément, tout vampire, quel qu'il soit pour lui, en tout cas à cet instant du récit, c'est des jeunes, quoi. C'est les petits jeunes, quoi. T'es un branleur, quoi. Puis on sent vraiment qu'il se place pas du côté de la notion d'âge humain. C'est vraiment la notion d'âge vampire. C'est un enfant vampire, le prêtre, en fait, et il s'apprête à lui mettre une correction comme un daron le ferait avec un gamin, quoi. Bah ouais, c'est ça, et puis surtout qu'il y a un truc, si on est un peu familier de l'univers vampire, on se doute bien que plus un vampire est vieux, plus il est puissant, donc il a le droit d'être méprisant envers lui, quoi, et il méprise toute cette jeune génération. Et donc on passe forcément à la suite, je continue, on avance, comme ça on va pouvoir un peu échanger un peu plus en profondeur juste après, où il va se présenter, il va justement dire qu'il est spécialisé justement dans le fait de tuer les gens de son espèce, et là le vampire pasteur va demander en fait à ses ghouls de l'exterminer, donc ils sont armés forcément. Et là, ils vont le déglinguer. Il va se prendre une rafale de balles. C'est assez graphique, c'est assez gore. Et forcément, c'est exactement le terme que j'allais employer, c'est graphique. C'est graphique et gore. Et il a l'impression que ça y est, il l'a défoncé. Il se fout de sa gueule d'ailleurs. D'ailleurs, c'est fini le tueur à gages, etc. Et là, c'est là où on switch dans le côté, puisqu'il lui explique, il rigole. Les armes à feu n'auront aucun effet, elles ne tueront jamais un vampire. Et là, c'est là où je trouve qu'on rentre dans le côté très flippant du personnage, où il a pas ce côté un peu nonchalant, un peu cool. Là, il passe en mode sombre, quoi. Voilà, il est tout en noir. C'est la bête, quoi. Ouais. Il renaît de ses cendres. Et là, il fait passer un sale quart d'heure, il déglingue avec un gun digne du gun de Trigun, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, ça me fait penser au gun de Dante dans Devil May Cry. Exactement, dans Devil May Cry. Et d'ailleurs, je parle de Trigun parce qu'en même temps, on a la Perfect Edition de Trigun Maximum aussi, qui est sortie, sous le même format. Voilà, même format cartonné, format rigide. Et là, il va lui faire une... Et ça, c'est pareil... Vas-y. Oui, pardon, ça c'est pareil, Trigun, Helsing, même époque, même chose, Game One, merci Game One pour ça. Je ne cache pas que j'ai très envie de parler de Trigun, donc... on parlera de Trigun. On parlera de Trigun. Tu avais lu aussi Trigun Maximum ou pas ? J'avais lu, à l'époque où je bossais justement chez... on va citer son prénom, je pense qu'il nous en voudra pas, chez Vincent. Oui. À l'époque où je bossais chez Vincent, sortait l'édition de Trigun Maximum. Et donc je la lisais là-bas. Ok. Ouais, moi c'est pareil, je l'avais lu, moi j'ai encore la vieille édition de chez Tonkam dans un coffret collector qui a un peu souffert avec le déménagement. Et j'ai encore les 2 tomes de la première série Trigun. C'est des séries assez courtes à chaque fois, Trigun. J'avais adoré l'animé aussi à l'époque. Mais je l'ai vu il y a tellement longtemps que j'ai plus de souvenirs. Donc il faudra vraiment que je m'y remette. Mais j'avais tellement aimé le mood de Trigun. C'était vraiment cool. Bref. Et tu sauras qu'ils ont sorti un préquel à l'animé en 2023 qui est dans un style tout à fait magnifique aussi. Et qui, alors, graphiquement relativement éloigné de l'animé de base, mais que j'ai adoré. J'ai adoré comme le tout premier, quoi. On se le garde pour la prochaine fois. Donc là, on passe le laïus d'Alucard. Voilà, il peut être aussi très loquace, où justement il explique, il fait un peu la leçon de morale au prêtre. Et à un moment donné, il va se passer que cette fameuse policière va être prise en otage. Et pareil, on va accélérer un petit peu le truc. Attends, je vais te stopper juste dans son monologue. Il y a une notion qui est assez importante pour le reste de l'histoire. C'est au moins une des petites motivations qui fait qu'il est au service des humains. C'est que justement, il a un peu ce rôle de régulateur
de la population vampire, parce que s'ils ne faisaient rien, les vampires feraient n'importe quoi par faim, par folie, par tout, et ils décimeraient l'intégralité de la population humaine en un rien de temps. Donc ils jouent un peu ce rôle de régulateur au sein de la Fondation Helsing pour préserver, on va dire, un peu le bétail humain d'une manière générale. Mais tu fais bien de le préciser. C'était important de le préciser, donc tu vois, c'est aussi à ça que ça sert de travailler en binôme sur ce genre de choses, donc je t'en remercie. Donc on revient donc sur la prise d'otage. La flic est prise en otage par le prêtre, et ce que j'aime beaucoup, c'est la question que pose Alucard à la gamine en lui demandant si elle est vierge. Et forcément, elle n'ose pas répondre. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas le moment de parler de ça, etc. Et finalement, elle finit par lui répondre oui. Et là, on a une scène assez mythologique, puisque dans un élan de folie, il a une tête de fou d'ailleurs sur cette case-là, il embroche, en fait, les deux personnes, et il décalque le prêtre, enfin, il l'éviscère, il explose dans tous les sens, mais au-delà de ça, il laisse... Tel Sangoku contre Raditz. Exactement. Mais pour autant, il touche aussi la flic en lui expliquant que pour atteindre son cœur, il a dû tirer à travers les poumons. Et avec une telle blessure, tu en as plus pour très longtemps. Et là, il lui dit alors, je fais quoi? Et ça reste comme ça. Et au même moment, on a donc Helsing qui revient et qui du coup lui dit bon, c'est bon. Et puis il répond ouais, le vampire a été liquidé. Et ce qui est drôle, c'est que tu sais, on arrive toujours à placer un peu d'humour, puisque elle dit mais c'est la femme policière qui a survécu, et elle dit non, en fait je suis morte, désolé, pardon. Et puis on comprend que forcément Helsing a fait quelque chose, on peut le dire ici, il en a profité pour lui sauver la vie et la transformer en vampire. Donc voilà. Et c'est comme ça que il a fait un peu plus que lui sauver la vie, qui fera que ce personnage deviendra un personnage important de l'histoire. Déjà, toi, petite question que je pose avant qu'on se lance dans le décryptage, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier chapitre? Est-ce que tu trouves que c'est un chapitre efficace? Comme t'as dit, en fait, il est à la fois court, il fait qu'une 30aine de pages, mais en même temps, il introduit quasi tout le monde, en fait. Il introduit beaucoup de notions, beaucoup de personnages qui seront importants pour la suite de l'histoire, que ce soit Integra, Victoria ou Alucard. La fondation et ce qu'elle fait et les motivations des personnages. Donc court mais condensé avec énormément d'informations. Je te rejoins à 200%. Ouais, c'est court efficace, comme on dit. 30 pages, mais au moins les enjeux sont posés. On voit déjà, en fait, moi je vois déjà, parce que c'est encore une fois, c'est l'habitude de lire un peu des trucs un peu old school, que c'est ce type de récit-là qui va enchaîner plein de petites histoires avant d'arriver vraiment à lancer son vrai premier arc. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Je pense que l'auteur dans le Jump, comme il sortait à la semaine les chapitres, lançait son high concept, il mettait un petit suspense à la fin, et puis à chaque fois ça repartait sur des nouvelles petites histoires jusqu'à que il obtienne la sérialisation, etc. Et puis qu'on lui dise c'est bon, tu peux te lancer. Et après c'est là que tu vois que souvent les chapitres... Tu peux développer ton histoire et tes personnages, quoi. Exactement, tout à fait. Donc déjà premier point, même si on sait que le trait va vachement évoluer au cours des tomes, déjà toi, est-ce que c'est un dessin ou t'es client de ce dessin-là? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu aimes ce type de dessin-là? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le dessin de Hirano? Il tranche surtout. Alors j'aime bien tout ce qui est paysage. Ça ressemble un peu à des peintures, des portraits. J'aime beaucoup ce qu'il fait sur le travail des paysages. Je peux pas dire que je sois fan de la façon dont il traite les personnages d'une manière générale. Tout est un peu disproportionné. Je trouve pas ça désagréable, mais c'est pas mon style préféré, quoi. Il fait ça surtout un peu tous les personnages, longs bras, longues jambes, petit torse, mais j'aime bien. Je suis pas fan, mais j'aime bien. Ok. Moi, je trouve qu'il y a Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, bah, j'aime beaucoup en fait. Comme je te disais, je pense qu'il m'a fallu un peu de maturité de lecture pour commencer vraiment à adhérer à ce type de récit-là. Mais au niveau du dessin, c'est vrai que au début, je pense qu'il cherche un peu au niveau du style. Il y a des petits problèmes de proportion, tu vois, dans les premiers chapitres, et je trouve qu'en fait, c'est assez vite stabilisé dans les prochains chapitres. Forcément, il y a des personnages qui sont volontairement exagérés parce que ça reste des vampires. Donc c'est des êtres surnaturels, donc il faut forcément exagérer le trait, les longueurs de bras, les têtes, les postures, etc. Mais je trouve qu'il arrive à vraiment bien jouer en fait entre le côté clair de son ancrage et le côté très noir pour vraiment montrer que on passe dans une autre phase d'état, un autre état d'un des personnages. On le voit là dans ce premier chapitre, quand il passe un peu en mode furie, il est dessiné tout en noir avec juste les yeux qui ressortent et les dents. Et je trouve que ça marche en fait. Et encore une fois, il arrive bien à faire ressortir le côté graphique avec le côté gore. Je trouve que il arrive à avoir un certain dynamisme en fait dans ses cases. Je trouve que ça bouge bien en fait pour un truc qui est pas animé, tu vois. Je trouve que c'est quand même vachement dynamique, ça a du peps, ça lorgne un petit peu, je trouve, dans le découpage. On sent un peu, des fois, ça fait un peu un découpage un peu à la manière d'un comics, tu vois. Où tu vois, c'est pas très, enfin, ça fait, moi je trouve en tout cas que ça fait pas non plus ultra standard mangaka, tu vois. Je trouve qu'il hésite pas à sortir des cases, tu vois, à jouer, à faire des découpages en diagonale, etc. Donc ça rappelle un peu beaucoup, je trouve, le découpage de la bande dessinée américaine. Je pense qu'il doit être un peu inspiré par ça aussi. Et puis voilà, et puis je trouve que le décor, en fait, pour reprendre là-dessus, est très cool aussi, parce qu'on ressent un peu cette Angleterre, tu vois, un peu l'époque, tu vois, Conan Doyle, tu vois, un peu où il y avait ces mystères sur la campagne. Je trouve qu'elle est bien faite. Non, c'est vraiment cool. On sent vraiment, tu vois, le côté un peu Angleterre du début 20e, quoi, tu vois, dans le. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est un dessin qui peut laisser un peu perplexe au début, mais que, en tout cas, moi, j'ai vraiment appris à apprécier et que j'aime beaucoup, en fait, son trait. Donc ouais, non, cool. Vraiment plutôt bien. C'est original. C'est clair que et justement, tu le vois un peu dans ses autres œuvres. Il a son style. Je pense que on te montre une œuvre de ce mangaka, tu sais que c'est ce mangaka en fait. Ouais. Toi, t'avais lu autre chose de lui, je crois, de mémoire, hein, non? Tu m'avais pas dit que t'avais vu autre chose ou lu autre chose de lui? Oui, j'ai son œuvre actuelle qui traîne un petit peu, on va dire, en longueur, puisqu'elle a commencé en 2010, qui suit entre guillemets directement Hellsing, Drifters. Pareil, par le même auteur, Kota Hirano, et qui a donc débuté en 2010, qui, a priori, alors j'ai un peu lâché, est toujours en cours. Ok. Donc, tu vois, 15 ans après. Mais pareil, le concept est juste génial et je le recommande vivement. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'écriture, sur les personnages? Est-ce que tu as des personnages préférés? Est-ce que tu as des arcs un peu préférés? Enfin, en tout cas, on va se le dire, hein, là pour l'instant, on n'a que 2 tomes de sortie. Voilà, il y a le 2e tome qui devrait prochainement sortir. J'ai pas la date, mais je vais vous le reconfirmer tout de suite. Tac, je suis en train de regarder. Je te laisse peut-être meubler si tu veux pendant ce temps-là ou donner ta réponse. C'est du direct, je ferai peu de montage. Au final, enfin l'œuvre au global est relativement courte puisqu'elle ne fait que 10 tomes. Et du coup, pour moi, c'est un seul grand arc avec des petites histoires secondaires. Mais j'aime l'histoire au global en fait. Tu sens que le mec s'est fait plaisir. Il a mis tout ce qu'il avait envie de mettre. On peut parler du reste là un petit peu ou... Ouais, tu peux. Alors, on peut spoil pas trop non plus, mais tu peux lâcher sans donner le déroulement des intrigues, mais tu peux nommer des arcs, dire de ce que tu te souviens, de ce qui est cool, tu vois, sans forcément donner la conclusion, mais tu peux teaser, bien sûr, évidemment.
Ouais. Ouais, le main, donc on part du postulat de base que c'est l'Église protestante, donc l'Église d'Angleterre, et qui va affronter, donc comme tu l'évoquais tout à l'heure, le Vatican et la branche catholique de l'Église, Et oui. et dans une troisième faction, les nazis. Non mais déjà le gars Ah s'est ouais. fait plaisir. Il a mis les protestants contre les catholiques, contre les nazis. Et hop là, allez, c'est parti. Donc non, c'est voilà, c'est ça, c'est les vampires, c'est tout ce qu'on aime lire, c'est tout ce qu'on aime voir quand on est un ado en quête de sens au début des années 2000, quoi. Ouais, c'est vrai que je te rejoins parce que bah, tu vois, déjà ça commence en me disant putain, là, ok, c'est bon, direct d'entrée de jeu, ils opposent l'Église protestant aux catholiques avec le Vatican. J'ai dit ok, c'est assez ballsy quand même de faire ça. Et puis on peut le citer, bah il y a le personnage d'Alexander, hein, qui est le prêtre catholique, qui pour lui tous les gens qui ne sont pas adhérents à la religion catholique sont des hérétiques. Et au-delà de ça, bah c'est au même titre que chez Helsing, ils ont Alucard entre guillemets en pièce maîtresse, bah c'est Alexander qui est la pièce maîtresse chez le Vatican, quoi. Et c'est vrai qu'en tout cas à ce moment-là du récit, parce qu'encore une fois moi je suis pas allé beaucoup plus loin parce que je la découvre en même temps que la sortie actuelle, ils ont l'air de faire plutôt jeu égal. Voilà. Ils ont l'air d'être plutôt assez équilibrés. Après je pense qu'à mon avis, est-ce qu'Alucard a montré tout le potentiel qu'il avait? Encore une fois, ça reste un manga, il doit en garder un peu sous la semelle. Je peux plus me faire avoir comme ça, mais en tout cas ouais, le personnage est assez classe parce qu'il est, on sent qu'il est torturé, que tu vois il me fait pas, ouais, c'est le mec, il est pas très clair dans sa tête, quoi. Et je trouve que c'est plutôt fun, quoi. Petite mention spéciale, moi j'aime beaucoup le personnage aussi du majordome. Je sais pas ce que t'en penses, Walter. Ah, le majordome, c'est mon personnage préféré, c'est juste mon personnage préféré, le majordome. Tu régales. C'est il est génial. Le personnage de Walter qui est un humain, hein, d'ailleurs, oui, en passant. Un humain pété, quoi. Un humain qui a des compétences très particulières, on va dire, et qui s'en sert, qui n'est plus à son prime, comme on pourrait dire, mais qui fait encore de très belles choses. Mais le personnage de Walter est particulièrement classe. Et puis de toute façon, voilà, on est en Angleterre, ça respire une espèce de classitude assez prononcée. Je pense que l'auteur a fantasmé, comme on pourrait fantasmer un Paris quand on est touriste, a fantasmé une classe et un flegme britannique. Et mais je trouve ça trop cool. Ça fait presque penser un peu à parce que c'est souvent cette période-là qui est mise en avant, un peu à une Angleterre un peu victorienne, tu vois. Cette sensation-là, en tout cas, que ça me donne, en tout cas, dans les quelques pages que j'ai pu lire, en tout cas. Mais c'est vrai que autant, tu vois, on va se le dire, hein, je le redis ici, puisqu'on est sur la partie scénario, ça enchaîne pas mal, en fait, de petites histoires qui sont assez convenus, on va se le dire. C'est des petites missions à droite à gauche, tout ça. Voilà, il y a le personnage d'Alexander qui intervient, qui est cool. Mais voilà, et c'est ponctué, faut le dire, en fin de tome. Il y a une espèce d'hors-série où on suit en fait une équipe annexe qui fait autre chose. C'est sympa, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Voilà, moi j'ai tendance à assez rusher la lecture là-dessus. Mais ça commence à vraiment prendre son envol assez rapidement, notamment avec le Vatican. On commence à avoir un vrai arc, et puis il y a d'autres choses qui vont venir se greffer derrière jusqu'à vraiment ce climax en fin d'épisode, en fin de tome 2, où on apprend que la prochaine menace à traiter c'est les nazis. Je me dis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer en termes d'écriture? Un vampire qui casse la gueule à des nazis, c'est pas tout ce qu'on a voulu. Est-ce que quel est le projet des nazis, en fait? Ça je le sais pas pour le coup, mais me le dis pas parce que je vais le découvrir avec le prochain tome. Je ne te le dirai pas. Mais ça vaut son pesant de cacahuètes. Les nazis ont un projet. Ok, c'est notre projet ou pas? Oh là.
Ah, ça y est, on part en politique tout de suite. Non, c'est le rêve, c'est tout. Ça sera pour un hors-série. Oh non, on va pas faire de hors-série politique. Hein. Je te le dis tout de suite, tu te calmes. Hein. Tout de suite. Ah, et la politique dans le manga, ça peut être... Pardon, je veux coller des hors-séries partout, je suis désolé. Ouais, je vois ça, le mec il arrive, Jack Leader série, putain. Tu te calmes, hein, tout de suite là. Par contre, ce que tu peux nous dire, c'est est-ce que t'es sans nous dire quoi, comment, machin, est-ce que c'est une fin satisfaisante? Oui, excessivement. Parce que, est-ce que c'est la même fin entre l'animé et le manga? Peut-être que je t'en pose trop là de questions. Tu t'en souviens? Là, tu m'en demandes trop. Je connais la fin de l'animé. Pas la fin tu redécouvres en fait, comme moi, le manga avec la sortie avec la réédition. Ok. Donc ça sera intéressant. On pourra peut-être éventuellement, moi ça j'aime bien faire ça quand une série se termine, c'est faire un épisode full spoil hors série où on commente la fin d'Hellsing, tu vois par exemple. Je l'ai fait pour quelques mangas où on a réussi à faire ça. On avait fait ça pour Demon Slayer avec Val à l'époque. On avait chié sur la fin de Demon Slayer. Donc parce qu'on n'avait pas aimé du tout. Et je sais plus pourquoi d'autres on l'a fait aussi. On a parlé de la fin, on l'a fait pour un autre manga aussi, mais ça me revient plus. Mais on pourra le faire parce que clairement au rythme où ça sort, à mon avis, d'ici l'année prochaine, c'est finito, je pense. Hein, Hellsing, à mon avis, d'ici 2026. Donc on pourra se refaire un petit épisode à l'occasion et commenter la fin. Et tu pourras me dire à ce moment-là si comment dire la fin est différente de l'anime. Après, je pense que les auditeurs nous écoutant vont venir nous dire si c'est différent en fait. Ils parlent pas comme ça. Hein. C'est moi qui fais des voix. J'ai un peu de respect pour mon public quand même. Tu respectes pas trop tes auditeurs quand même. Non, c'est vrai que j'avoue. Désolé, je vous présente mes plus plates excuses. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, si ce n'est lisez Hellsing. Ouais. Regardez Hellsing. Mettez-vous est-ce dans que la peau, attends, question, est-ce que l'anime reste encore correct en termes d'animation? Alors, très bonne question, mon cher Seb. D'accord. Il faut savoir qu'il y a 2 animes. En fait. Il y a eu 2 adaptations en animé. Je suis en train de reprendre mes petites notes. Donc là, la première de 13 épisodes donc, que j'ai évoqué et qui suit directement l'animé. Et la deuxième, Hellsing Ultimate, qui elle est beaucoup plus récente et qui finalement est beaucoup plus moderne dans son dessin et qui se regarde encore très 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 bien. En fait, la première adaptation d'Hellsing en 13 épisodes ne suit le manga que dans ses 7 premiers épisodes. Les 6 suivants changeant l'histoire. C'est le cas FMA du coup. Le cas FMA Brotherhood. Oui. Alors après, pas dans le même ordre du coup, puisque FMA c'est d'abord un animé, puis ils ont sorti un manga, Full Metal Alchemist, qui complète l'œuvre en animé, et de cette œuvre en manga, ils ont réadapté en FMA Brotherhood. Je crois que ça fait. C'est pas tout à fait animé, ça. Manga, animé. Le manga est sorti en premier, sauf que la parution du manga était plus lente que la production animée. Et comme évidemment ça arrive assez souvent, l'animé a dépassé le manga. Et ils ont laissé carte blanche pour faire la conclusion de leur choix. Sauf qu'avec du recul, la conclusion plaisait pas, donc ils ont refait l'animé derrière avec Brotherhood qui emprunte la même conclusion que le manga pour le coup. Donc, au moins ils ont pas mis de filer MDR. Il y a jamais eu de filler en fait. C'est juste, je crois qu'il y a pas de filler. Hein, les fillers, moi les premiers souvenirs de fillers, c'est Dragon Ball Z qu'on a fait un peu des fillers, puisque tu sais le fameux moment où Sangoku passe son permis, c'est pas dans le manga. Hein. Donc, non, moi le plus gros trauma de filer que j'ai, ça reste Naruto. Oh bah 100%. Après la fin de la première saison, fin du combat Sasuke Naruto, quand je vois Naruto qui va aller affronter des mecs qui ont la capacité de se transformer en espèce de renard homme ou je sais pas trop quoi là, enfin de trop chelou là. Ouais, ça s'est resté. Et puis, généralement, ça s'accompagne par des downgrades de puissance, de qualité de dessin, d'animation. Le mec il est en train de se taper limite contre un dieu l'épisode d'avant, et après il va aller chasser les poules dans le village d'à côté. Et il en chie contre des mecs lambda. Ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Nul à yesh. Donc gros trauma aussi.
C'est le troisième arrive. Ouais, donc alors je recommanderais peut-être plus du coup en adaptation animée Hellsing Ultimate, qui lui suit de très très près le manga, un peu à la manière d'un Brotherhood. Ok, et ben écoute, on est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses pour un premier épisode? C'est pas mal du tout. Moi, c'est plus toi, ton regard de professionnel du podcast. Non, très très bien. T'as encore un peu d'aisance à avoir, mais ça va venir au fil des épisodes. Hein. C'est pas un exercice facile que de structurer sa pensée un peu comme ça en live. Je sais que souvent, on a quand même deux courants. On a des gens qui aiment bien tout écrire. Et comme ça, au moins, ils sont sûrs de rien oublier de ce qu'ils avaient à dire. Non, puis tu me poses des questions, tu me prends au dépourvu. J'ai pas de prépa, j'ai rien. Ah oui, ça va falloir t'habituer. Hein. Ouais, je vais faire preuve sur ta spontanéité, mais après, je sais que je connais des gens que j'invite qui écrivent tout. Hein. Parce que sans tout écrire, mais si t'as un fil conducteur. En fait. Ouais, un petit fil conducteur, ouais, clairement. Un petit fil conducteur où tu me dis les questions que tu risques de me poser. Alors ça je peux pas, ça je peux plus. Je travaille plus en conducteur depuis pas mal d'années maintenant. Donc on peut pas travailler ensemble, Seb. C'est vrai. Ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est la session. Non mais on en discutera, mais tu verras qu'il y a split au bout d'un épisode. Au bout d'un épisode, c'est terminé. Non, mais je t'avais donné plus ou moins le conducteur. Après, moi, les questions, tu sais, souvent les questions me viennent comme ça, donc après, il y a un peu de montage arrière, t'inquiète pas. Je dynamise l'épisode, mais pas très long. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, je trouve. Ne me demande pas de m'écouter, par contre, je ne le ferai pas. Non, mais je sais que c'est compliqué. Non. Mais ça peut être un bon exercice aussi, je te le dis. Mais je le ferai pas. Et vous nous direz ce que vous en pensez, auditeurs, mais Baptiste est avec un casque pro gamer. Je trouve que moi, dans le son que j'ai là, c'est pas si mal. Mais c'est vrai qu'après, tu m'avais parlé que tu n'étais pas fermé à acheter un micro si jamais ça prenait un peu plus de... Non, si jamais l'aventure se poursuit, j'investirai. Là, pour faire un peu de off perso, je déménage au mois de septembre et je vais enfin disposer de mon bureau, mon propre bureau, parce que là, je suis, pour rien vous cacher, dans mon salon. Et si on avance un peu plus loin dans l'aventure, clairement, pourquoi pas investir dans J'espère que ta flamme ne s'éteindra pas au bout d'un épisode, n'est-ce pas? C'était la ref. Non. Non, j'ai aucun doute là-dessus. Et puis le sujet traité me tient particulièrement à cœur, donc je serai assez prolixe. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Je te prends aussi à dépourvu. Est-ce que t'as une petite reco qui a pas spécialement à voir avec le manga, une petite reco film ou un truc que t'as été voir dernièrement ou un jeu? Je sais que t'es très jeu vidéo. Si tu peux recommander des jeux, les gens sont très à l'écoute. Non, mais je vais enfoncer une porte ouverte. Si je dois vous recommander un jeu vidéo, c'est jouer à Clair Obscur Expédition 33. Bah vas-y, c'est une bonne porte ouverte. S'il n'a pas le GOTY 2025, je me fous en l'air. Je veux pas que ça soit un singe qui mange des bananes qui gagne le GOTY cette année, c'est pas possible, surtout face à Clair Obscur. Je vois pas de qui tu parles. Tu vois pas de qui je parle. Non, c'est une blague. Bien sûr que je vois très bien de qui tu parles. Ça. En film, bonne surprise sur le dernier Superman. Bah c'est Marocco. Que je suis allé voir. Donc je vais rebondir dessus. Et ben je te laisserai rebondir dessus. Et je vais voir les 4 Fantastiques demain. On enregistre ça le mardi 22 et demain mercredi. Et ça devrait sortir, je vous le dis clairement, dans les prochains jours. Je vais pas avoir le temps de faire le montage dans la foulée. Mais je vais certainement un peu sortir des carcans, vous le sortir avant la fin de la semaine, donc on sera dans la temporalité. Les 4 Fantastiques, nous risquons d'aller le voir en famille. Donc voilà, je pense que ça peut motiver les enfants. Il a pas l'air ultra violent, ça a l'air assez familial. Donc je pense que ça se tente. Et puis il commence à avoir un âge où on commence à aller... Bon, c'est plus ma fille qui a du mal à être convaincue, mais on commence un peu à aller chatouiller un peu le MCU, tu vois. Donc il y a des trucs à voir qui peuvent être très sympas, donc bref. Non, je rebondis sur Taroko Superman, moi ça a été une très bonne surprise. J'en attendais rien. Et j'ai été agréablement surpris, parce que j'aime bien le ton. Il y a des petites choses que je suis pas ultra fan dans la réalisation. Tout n'est pas parfait, je trouve que c'est une réalisation qui fait, je trouve, un peu prétentieuse. Vous avez vu, je suis James Gunn, regardez, c'est comme ça qu'il faut filmer Superman. C'est Superman made in James Gunn. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu un peu cette voilà. J'ai eu un peu cette sensation-là où James Gunn me disait à chaque plan et à chaque idée qu'il balançait, regardez, c'est comme ça qu'on doit mettre en avant la Justice League et Superman. C'était un peu agaçant par moment. Il y a
un ou deux ventre mou quand même si le film fait moins de 2 heures, il y a des petits moments où j'ai regardé un peu ma montre, mais globalement ça a été une très bonne surprise, j'ai passé un bon moment. Moi je mets une énorme mention spéciale, donc déjà je trouve que l'acteur est très bon en tant que Superman, mais par contre celui qui lui vole un peu la vedette quand même c'est Nicolas Hoult en Lex Luthor, Luthor, il est incroyable. Enfin, franchement, Team Chauve. Je l'ai vu en. Team Chauve Forever. Ouais, alors il est pas chauve en vrai, hein, je veux pas te rassurer, mais. Oui. Mais Lex Luthor est chauve, moi, ça me va. Ouais, c'est ça. Après, il est un peu machiavélique quand même, donc je souhaite pas que tu ranges Bon, bref, on s'enfonce. Mais ce que je veux dire, c'est. Mais il est très bon, Lex Luthor, pour le coup. Ouais. Très, très bon. Et par contre, j'étais surpris, parce que je savais que le personnage, donc, de Crownset, je sais plus son prénom, mais, bref, David Crownset, je crois que c'est ça, fait 1,93, donc a priori c'est le plus grand Superman et le plus lourd Superman, ce qui dit en termes de poids, il était plus lourd que tous les autres qu'on a eu jusqu'à présent. Et je me dis, purée, quand je voyais Nicolas Hoult, moi j'avais le souvenir de Nicolas Hoult dans la série anglaise, là, tu sais, la série anglaise qui prennent de la drogue et compagnie. Je me souviens de lui dans Comme un garçon, dans Warm Body, tout ça, dans ces films où il était assez jeune, tu vois. Et il fait 1,90. J'étais surpris. Il est super grand, en fait. Il est super grand. Il y a des moments où ils sont face à face, je me dis purée, il est grand en fait. Et ouais, j'ai vérifié, il fait 1,90 pour en face Superman 1,93. Donc c'est un personnage à la hauteur de son envergure, quoi, qui fait jeu égal avec lui sur d'autres aspects, mais qui vient lui mettre des bâtons dans les roues. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on s'est pas encore retapé une énième origin story, une énième en mode l'arrivée sur Terre de trucs. Et c'est ça que j'ai plutôt bien aimé en fait dans son approche, puisqu'il en parle dans une interview. Il a dit 3 choses qu'on ne veut plus voir au cinéma dans des personnages hyper cultes. Donc les 3 super-héros hyper cultes, c'est facile, hein, c'est Superman, Batman et Spider-Man. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les personnages où tu poses la question à n'importe qui dans la rue qui ne s'intéresse pas à ça, t'as de fortes chances qu'il te dit je sais qui c'est. Et il est capable de te dire son origin story, 2-3 trucs, des éléments sources. Ce sont des personnages qui sont devenus extrêmement mainstream et extrêmement ancrés dans la pop culture. C'est des personnages qui sont rentrés dans la pop culture, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc, même le personnage qui s'intéresse pas aux comics connaît forcément un de ces 3-là. Et je trouve qu'il a dit quelque chose de très juste. Je sais pas si t'es tombé dessus ou pas. Il a dit il y a 3 choses que je ne veux plus voir au cinéma concernant ces personnages-là. C'est pour Peter Parker et Spider-Man, c'est l'araignée qui mord Peter Parker avant qu'il devienne Spider-Man. Parce qu'on n'a plus besoin de savoir ça. C'est devenu maintenant ultra mainstream. Batman, c'est la perte de ses parents et la fameuse scène dans l'allée où il y a l'arrachage du collier de perles, etc. Voilà, ça on le connaît. Et Superman, c'est forcément son arrivée sur Terre après l'explosion de Krypton. Et il a raison, en fait. Ouais. On a plus besoin de savoir ça. On connaît tous plus ou moins les origines de ça. Et donc du coup, il l'a pas fait dans son Superman. Et je trouve que c'est plutôt bon. C'est les premières minutes du film où il a un attrait pour le chiffre 3. On sait pas pourquoi. Oui. Ouais, il passe comme ça. Le 3 jours, le 30 jours, le 3 semaines, le 3 ans, le 30 ans, c'est vrai, il fait un espèce de... 30 ans, 33 ans, 3 ans, 3 mois, 3 semaines, etc. Et en fait, il fait une origin story en 30 secondes. Il doit faire une origin story en 30 secondes. Et c'est plutôt plaisant sur le principe. Ouais, ça fait gagner un petit peu de temps. Je trouve qu'il y a des... Voilà, pour le coup, ils ont... on va pas spoiler, mais il y a des petits ressorts scénaristiques que je trouve plutôt cool sur l'explication de certains personnages, etc. Non, tu sens que honnêtement, l'abondance me faisait peur. Je me dis purée, putain, il a réussi à mettre ce personnage-là. Je me dis c'est lourd hein, quand même pour un premier film. Ouais, et en fait, justement, c'était exactement ce. Tout est bien dosé. Connecté parce que c'était le point que je voulais voir. Ce que je voulais faire, c'est le choix des personnages secondaires, on va dire, un peu en mode introduction de Justice League. Ouais. Je l'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, très James Gunn justement. Ouais, ils arrivent, ils sont là, on sait pas trop pourquoi. Ouais, ça aurait mérité un peu d'explication. Pour ça. Soit t'avais l'impression qu'ils étaient là parce que c'est des personnages qui n'ont jamais été traités. Ce qui est pas tout à fait vrai, mais ouais, ok, ouais. Ouais, oui, pour le Green Lantern, ce Green Lantern-là n'a jamais été traité. Oui, tout à fait. Mister Terrific n'a jamais été traité. Mention spéciale à ce personnage d'ailleurs. Ouais, Mister Terrific. Génial. Et Hawkgirl et le mutant là, enfin c'est un mutant, mais c'est Morphing Man ou je sais plus comment il s'appelle.
Non, la fille faucon, Hawkgirl. Je sais plus si en fait, je bug parce que j'essaie de me souvenir si elle est traitée à un moment donné dans un film mis à part, DC ou pas. mis à part les séries Arrow, où il est dedans, on parle un peu d'elle. Elle apparaît, j'ai un doute, elle apparaît pas dans... Elle est suggérée dans le... Tu parles de Snyder, dans le Snyder Universe? Ouais. Je crois qu'elle est suggérée. C'est suggéré à un moment donné, mais je sais plus, honnêtement, ça remonte un peu loin maintenant, mais ouais. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça reste une bonne surprise. Et honnêtement, moi, je l'ai vu en VO. J'ai eu la chance de le voir en VO au cinéma, et bah putain, ça joue bien. Pardon pour ma vulgarité, mais ça joue bien, quoi. Enfin, encore une fois, le jeu de Nicolas Hoult est super fort, et tout le monde est assez juste dans le film, et non, franchement, ça marche super bien. David Fillon, non. Nathan Fillon. Nathan Fillon. Là, je l'ai prononcé, on a l'impression que c'était le fils caché de Fillon. Rends l'argent! Ouais. Pardon. Fatigué. Je craque. J'en suis conscient. Vous voyez pas la tête de Baptiste qui... Non, je suis mort de rire. Ouais, vachement, ouais. C'est ça, ouais. Enfoiré. Bref. On va s'arrêter là. T'es trop drôle, Seb. Ouais, merci, m'enfonce pas. Je me dis, bref, il est temps d'aller se coucher. Bon, mon petit Baptiste, merci beaucoup. Je demande pas forcément aux gens de où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que je sais que t'es un peu allergique au RS. Donc, ils peuvent te retrouver dans ce podcast. Il faut qu'on se cale une date d'enregistrement tous les deux, peut-être fin août ou début septembre. On va voir quand est-ce qu'on peut caler ça. Je traîne sur le Discord. Ouais, t'es arrivé sur le Discord sous le nom de Batou. Ça a été pendant un temps. On s'est dit en off, on va dire aux auditeurs qu'on a cherché à comment t'appeler, parce que c'est toujours ça. Est-ce qu'on t'appelle Batou? Est-ce qu'on t'appelle Bat? Est-ce qu'on t'appelle Baptiste? Batouné? Voilà, non, je sais pas. Batman. Non, exagère pas non plus. Il faut la carrure pour non, ça. pardon. Et le charisme. Mais Baptiste, c'est bien, voilà. Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Déconne pas, Baptiste. Voilà, bref. Non, pas ça, s'il te plaît, pas ça. Il est temps de couper, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense qu'il est temps de partir. Donc, on dit au revoir aux auditeurs. Des bisous aux éditeurs. Moi, je fais des bisous aux auditeurs. Et je suis paix et amour, et je fais des bisous aux auditeurs. Ça me va bien. Moi, je fais ma petite phrase. Oubliez pas, si vous aimez ce podcast, à nous laisser des petites étoiles sur les applications dédiées, à nous laisser un petit commentaire, à venir sur le Discord. Voilà, vous avez les liens, tout ça dans la description du podcast. On est présent comme d'hab sur Twitter, Instagram et Blue Sky. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde!